voulais juste vous présenter quelques méthodes et puis après, on avance. Text Maturity, Stakeholders Map, diagramme d'affinité et le brief. Alors, ça c'était intéressant parce que ça vous permet, je ne sais pas si vous avez déjà vu cette échelle de maturité, ça vous permet un peu, ça vous mettez ça sur Google et hop, vous avez un max de... Donc en fait, ça vous permet déjà de reconnaître qui est votre client et déjà peut-être ce qu'on va pouvoir lui vendre. Donc essayez de ne pas lui vendre la totale si, évidemment, il pense que l'UX c'est pas important. Mais pour le premier niveau, c'est la personne qui vous demandera des maquettes. Voilà. Donc je veux ou même je veux un logo. Donc là, vous êtes hyper loin de l'UX. Donc pour lui, il ne voit pas la différence. Donc du coup, il y a énormément d'acculturation à prévoir. Donc là, il faut vraiment... ok. En fait, vous devez vendre ça avant tout. Et faire, par exemple, si vous devez faire... Vous pouvez lui parler des méthodes de l'UX, hein, évidemment. Mais n'essayez pas trop d'en faire. Et peut-être faites des choses de votre côté. Genre un peu de user research, un peu d'interview, des tests. Et vous lui dites pas. Vous le vendez même pas. C'est-à-dire que vous l'intégrez dans un package, je vends des maquettes graphiques, quoi. Enfin, voilà, c'est bon. Et après, vous lui tenez, regardez ce que j'ai montré, ce que j'ai trouvé, ce que j'ai montré aux utilisateurs. Et tout d'un coup, tout s'éclaire. Il dit, ah oui, donc en fait, ça va bien, ça marche pas du tout. Il va comprendre de lui-même, en fait. Donc, il faut pas trop le... En fait, c'est ce qu'on disait, Pierre, à l'instant. C'est que, en fait, à force de mettre des mots, design, UX design, design thinking, etc., les gens, ils sont paumés. Donc là, eux, ils sont paumés. Donc ils ne savent pas ce que c'est, donc il ne faut pas trop leur en parler. Voilà. Après, donc il y a les gens qui sont intéressés, mais qui ont peu d'argent. Alors, cool. Donc, pareil, vous ne chargez pas trop la barque, mais vous pouvez vendre voilà, un petit peu de recherche, ou vous le dites à peine, pareil. Enfin, faire un petit peu de recherche. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que vous ne pouvez pas faire de l'UX sans faire la recherche utilisateur. Donc, si vous ne vendez pas de la recherche utilisateur, vous ne faites pas de l'UX. Donc, c'est-à-dire que, et c'est surtout, plus vous allez gagner du temps, enfin, en fait, la recherche utilisateur va vous faire gagner du temps sur tout le cycle de production des maquettes, etc. Enfin, tout le cycle de conception. Donc, du coup, vous n'êtes pas obligé de spécifier. En fait, c'est-à-dire que ça va vous prendre autant de temps, mais vous allez être sûr de vous, vous allez être convaincu, vous allez avoir de la confiance si vous faites de la recherche. Donc du coup là pareil, c'est une question de qu'est-ce qu'il achète, quoi. Il veut savoir c'est quoi, qu'est-ce qu'il achète. Voilà, il veut avoir des deliveries. Après la méthode, ça peut l'intéresser. Alors lui, il est invested. Donc voilà, vous lui vendez un petit design sprint là. ça va lui parler. Parce que aussi il y a beaucoup de clients qui pensent que les autres, ceux qui font, ils doivent tout faire tout seuls. Donc ça, c'est faux maintenant. Maintenant, on travaille avec le client. C'est pas parce que vous me payez que je dois tout faire. Donc ça, du coup, lui, il va comprendre ça. Donc vous pouvez quand même travailler avec le client. Après, committed, engage, embedded, là, c'est cool. Hein. Vous pouvez y aller. Hein. Là, c'est des gens qui... C'est bon, ils ont compris, quoi. On va pas leur faire un schéma. Mais c'est pour les premiers, en fait, Alors ensuite, le Stakeholders Map. Alors ça, il y en a plein de types. En tout cas, pour le début, c'est un peu ça. C'est bien mettre les niveaux d'influence dans le projet et ceux qui vont valider, ceux qui ont l'argent, les sponsors, ceux qui vous payent en fait. Donc, et ceux qui ont de l'influence, voilà. Donc plus c'est central, plus eux, il faudra que vous fassiez gaffe. Donc il faut bien que vous demandiez à chacun quelles sont leurs attentes, c'est quoi le succès pour eux du projet, qu'est-ce qu'ils payent, enfin, qu'est-ce qu'ils veulent, quoi, qu'est-ce qu'ils vont acheter. Et voilà, en fait, toutes les questions Enfin, là, il faudra leur faire une petite interview. Et après, il y a plein de stakeholders, hein, donc les parties prenantes en français. Donc, il y a des partenaires, il y a des gens externes au projet qui vont être peut-être là pendant les ateliers ou voilà, qui vont être un petit peu présents. Il faut pas les négliger, mais en tout cas, il faut les connaître. Donc, au début, ça, c'est pendant le brief, il faut poser toutes ces questions-là. Alors, je vous avais parlé aussi du diagramme d'affinité que vous pouvez faire
pendant le brief. C'est-à-dire que vous allez récupérer, vous allez noter en fait toutes les idées, tout ce qui vient dans le brief, tout ce que la personne vous dit. Vous notez tout sur post-it. Et après, tac, vous organisez peu à peu, mais devant lui. C'est-à-dire que la personne va voir son idée se former et du coup, ça crée un moment magique parce qu'en fait, la personne, elle va dire, mais c'est concret là. Elle voit sa pensée. Il y a un truc très, comment dire, c'est presque égotique. Hein. C'est-à-dire que la personne voit sa pensée, donc ça le fait complètement triper. Et donc du coup, évitez de faire ça parce que ça justement, ça va le perdre. Et il va se dire, oh là là, il a rien compris. Il n'y a aucune construction possible. Donc là, tac, c'est bien organisé. Et après, vous pouvez voter avec des petits gommettes sur ce qui est vraiment important pour lui et ce qu'il faut vraiment réaliser en priorité. Et donc ça, il va se dire, ok, il sait que vous allez partir sur une bonne base. Donc ça, c'est un vrai truc cool où vous pouvez vous entraîner. D'ailleurs, comment t'as fait là? Tu pourras nous en parler peut-être. Voilà. Et le brief, bon bah alors là, voilà, il y a plein de questions, mais ça c'est vraiment toutes les questions qu'on doit poser. Donc en gros, en fait, vraiment la question importante, c'est à quoi répond ton fucking projet. En gros, c'est pourquoi on fait ça, quoi? Pourquoi on est là? Pourquoi on va passer du temps ensemble et du coup, concrètement, pourquoi moi je vais investir du temps pour toi? En gros, c'est ça. Donc, et après, donc, c'est challenge, tout ce qui est les concurrents, ses clients qui ne connaissent souvent pas du tout. Donc ça va être souvent un challenge pour vous, c'est de connaître les utilisateurs, les usages, les attentes. Voilà. Donc les parties prenantes, flux de travail, les contraintes. Et aussi, s'il n'y a pas de contraintes, ça c'est une méthode aussi en design, c'est voilà. Freestyle, si vous aviez tout l'argent illimité, qu'est-ce que vous feriez? Donc ça c'est aussi intéressant. Voilà, bon, il y a plein de questions, il y en a plein d'autres, mais si vous voulez, ça c'est c'est la base, comme on dit. Voilà, donc j'ai à peu près couvert les méthodes. Voilà, bonjour tout le monde, donc moi je m'appelle Tristan, je suis le fondateur du bureau parisien d'Iveworks, qui est un studio de design de service entre Londres et Paris. Et je vais vous parler d'un échec et d'une réussite, plutôt dans la partie amont, au moment de la vente de l'UX. Donc je vais peut-être démarrer par la réussite, pour démarrer sur une touche positive. Donc le projet dont je vais vous parler, c'est un projet qu'on a fait pour une fintech, où... donc on a reçu un brief un jour en nous disant voilà, on a un projet pour repenser notre expérience utilisateur, enfin créer notre expérience utilisateur sur notre appli. Et en fait, on savait qu'on était face à 8-9 concurrents. Donc il y avait un peu un sujet de comment quand on est une petite structure, on arrive à se différencier et on arrive à gagner un brief, sachant qu'on est une petite structure, donc on n'a pas trop envie d'y passer trop de temps. Parce que potentiellement, on passe une semaine alors qu'on est tout petit et c'est des choses qu'on ne peut pas faire à côté. Donc du coup, là, vu qu'on est des designers et qu'on sait tout designer, on s'est dit, et qu'on sait tout co-designer, on s'est dit on va co-designer la propale avec le client. Donc plutôt de se dire, on va répondre à un brief, on ne sait pas forcément trop ce que c'est et on prend pas mal de risques en y répondant, on s'est dit, de tomber à côté, on s'est dit on va aller vraiment co-designer et travailler main dans la main avec le client. Donc pour faire ça, c'est un petit peu subtil, parce qu'il faut penser qu'il y a quand même 7 autres boîtes qui sont contre nous, donc potentiellement ils ont un peu envie de faire la même chose. Et en fait, toute la liste de questions que Pauline avait là, c'est toutes les questions qu'on a réussi à poser avant d'envoyer notre propale. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un premier petit call un peu pour comprendre dans les grandes lignes quel était le brief. Et ensuite, on leur a dit ouvertement, nous, on ne répond pas à des briefs si on ne rencontre pas le client et si on ne réfléchit pas avec lui. Donc, on ne répondra pas si on ne se rencontre pas. Et on les a rencontrés, on a passé 1h30 avec eux, on avait déjà mappé en fait pour nous quelle était notre compréhension du brief. On l'avait posé au tableau en arrivant, on les a fait réagir là-dessus, donc nous ça nous a permis encore mieux de comprendre ce qu'ils avaient en tête. Et en fait en live, on a designé la propale. Et on leur a dit en gros, c'est ça qu'on va faire et ça coûte tant. Et donc en 1 heure, ils avaient leur brief mis au mur, quelle était notre réponse et combien ça coûtait. Donc en gros, on savait déjà si oui ou non ils avaient envie de partir avec nous. Et on a gagné le projet face à des boîtes qui étaient des gros cabinets de design /conseil
qui était beaucoup plus gros que nous, et a priori, on n'avait pas du tout notre chance. Ça, c'est pour la belle histoire. Ah ouais. Sachant que c'est pas toujours facile à faire parce que, notamment dans les procédures d'appel d'offres publics, les gens veulent pas nous rencontrer parce qu'ils sont un peu tenus. Mais souvent, ce qu'on sait, c'est qu'ils font quand même déjà un peu eux le travail avant avec d'autres boîtes qui rédigent le cahier des charges avec d'autres boîtes. Que du coup, nous, on part un petit peu perdant. Je sais pas où j'en suis. Non, ça va. Ça va. Non, Je suis myope, donc je vois rien. Donc ça c'est le truc où on a gagné, hein, enfin la bonne nouvelle. Le côté un peu plus négatif, c'est plutôt autour de la problématique de comment est aujourd'hui perçu le design par des gros acteurs et des gros acteurs historiques en France. Donc là c'est un jour on est sollicité pour répondre sur un brief qui est plutôt service design et enterprise design. Donc comment on met en place les bons process dans une organisation pour mieux soutenir l'expérience utilisateur. Et donc là, on répond au brief, etc. On est shortlisté avec un autre gros cabinet de conseil. Et en gros, au moment où donc, on avait le go des décideurs métiers, et il y a l'acheteur qui nous appelle, parce qu'il y a souvent des acheteurs dans les grosses structures, et qui nous dit les gars, c'est du design que vous faites. Pourquoi votre proposition elle est aussi chère? Donc il nous comparait à des gros cabinets de conseil type EY, Ernst Young, et il disait pourquoi vous avez des prix qui sont quasiment au même prix que les gens des gros cabinets de conseil. Et il nous a forcé il nous a carrément dévalorisé en disant ouais les gars c'est du design, le design ça reste un truc où vous faites un truc bien visuel, un truc beau et on n'est pas sur l'organisation d'entreprise. Et en fait ce qui est assez marrant c'est qu'on a gagné quand même le projet, on a fait tout le projet et à la fin du projet on s'est dit on va aller lui payer des mojitos. Et on va débriefer avec lui, boire 2-3 cocktails avec lui pour voir un peu ce qu'il a pensé du projet. Et à la fin du projet, en fait, il nous a dit en fait, ce que vous faites, c'est génial. C'est juste que moi, dans mon imaginaire, le design, c'était pas ça. Vous devriez vous appeler consultant. Et il nous a dit en fait, je comprends, vous devriez largement monter vos taux et vos taux étaient justifiés et vous devriez même les augmenter parce que ce que vous faites, c'est hyper impactant. Donc je le mets un peu dans le fail parce que pour moi c'est un peu aujourd'hui comment perçoivent les designers des grands acteurs historiques et il y a pas mal de quand on reprend ta courbe de maturité UX, clairement là ils étaient plutôt par là. Et voilà donc il y a un peu de travail dès qu'on veut toucher des sujets un petit peu plus organisationnels et un peu plus strat. Il y a quand même un gros travail à faire pour les designers pour arriver à convaincre les décideurs qu'on peut être aussi bon que d'autres gens. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions. Ouais, si vous avez des questions, allez-y. Non, est-ce qu'il y en a qui ont eu un peu les mêmes problèmes? Non, je suis le seul. Des processus d'organisation là, ça pourrait... Ouais, là, par exemple, sur le projet, on a designé une gouvernance. Donc en fait, c'était un projet où il y avait un département qui était le département IT qui était sursollicité par tout le monde parce que chacun avait des demandes de faire des changements techniques. Et du coup, en fait, ils n'en pouvaient plus, quoi. Ils en avaient juste là. Et donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mappé l'organisation telle qu'elle est aujourd'hui. On a utilisé un outil qui est pas mal qui s'appelle le Business Origami. Je ne sais pas si vous connaissez, mais qui permet de représenter une organisation à son état actuel. On a identifié quelles étaient les problématiques. Donc là, en l'occurrence, la problématique, c'était que ce département était sursollicité. Et on a fait le Business Origami en 2B. À quoi devrait ressembler l'organisation? Et en fait, on a créé une gouvernance IT qui est juste une personne qui disait « Ok, ce projet-là, on peut le prendre, ce projet-là, on ne peut pas le prendre. » Et qui l'en renvoyait ailleurs. Voilà. Et ce qu'on peut rajouter, parce qu'on a travaillé dessus ensemble, c'était un grand succès parce qu'en fait, donc vous avez vendu un méga sprint. Ouais. C'est pas un méga design sprint. Il y avait 80 personnes. C'est ça. Donc 80 personnes. Donc il y avait 3 jours. 8 groupes, je crois, c'est ça, 8 Ouais. groupes. Donc 8 design challenges que vous avez préparés en amont. Et du coup, oui, ce qui était intéressant là-dedans, c'est que finalement, j'ai l'impression que c'est passé parce que c'était un séminaire d'entreprise. Ouais, tout à fait. Et ça, je pense que tu peux le préciser aussi. Ouais, ça c'est un peu un des problèmes que je vois aussi des fois dans ce que les gens entendent du design. Ils nous prennent un peu pour des animateurs. Où ils se disent « Ah ouais, c'est cool, vous allez faire une journée, on va mettre plein de post-it au mur, on va bien rigoler. Les équipes, elles vont chacun dire ce qu'elles ont envie de dire et ça va être super collaboratif, on va bien s'éclater. »
Et de plus en plus, nous, on est sollicités sur des formats de 2 jours où on ne nous demande même pas de faire de recherche, on ne nous demande même pas de comprendre le brief avant, on nous dit juste « Ah, il y a ce sujet-là, animez-le pendant 2 jours ». Et nous, on ne sait pas faire des claquettes. Et quand même, donc ça ramène un peu à un autre sujet qui est comment, en tant que designer, on arrive à montrer l'impact de ce qu'on fait. Donc sur la partie digitale, il y a des choses qui sont très pratiques, enfin très concrètes, comme le taux de conversion, le nombre de clics sur une page, sur une partie. Mais dès qu'on va toucher à des processus plus organisationnels, enfin des choses plus structurelles, là, les temps de l'impact sont beaucoup plus longs. Typiquement, dans le cadre de ma gouvernance IT, ça va plutôt prendre 6 mois, 1 an pour montrer l'impact de ce qui a été fait. Et donc, du coup, des fois, c'est un peu un enjeu pour nous. Je sais plus sur quoi je suis sorti là-dessus. Ta question, c'était... Le séminaire. Enfin, parce qu'en fait, ouais, donc, du coup, c'est ça. Vous avez réussi à vendre le truc, parce que c'était un séminaire, ils devaient se réunir. Donc, comment les amuser. Ouais, c'est ça. Au Club Med. C'était au Club Med en plus, ouais. Donc, c'est ça. Parce que le cadre était vraiment réuni, sachant ils étaient avec nous au lieu d'aller à la piscine, donc on a vraiment un enjeu de les amuser. Alors qu'il faisait 30 degrés, c'était au mois de juin. Non, mais ouais, du coup, c'est un peu un des sujets qu'on a beaucoup et comment on arrive à montrer l'impact du design dans le temps. Et on réfléchit pas mal, nous, à un peu des business models, des façons de vendre nos projets, en se disant, OK, vous payez X, vous signez X pour démarrer le projet. Par contre, si au bout de 6 mois, on vous a défini qu'on allait avoir cet impact-là et qu'on l'a, vous nous payez Y. Et dans l'idée que Y soit 2 fois le prix de X. Mais ça, c'est pas facile à montrer, et c'est pas mal des questionnements qu'on a. Donc s'il y en a parmi vous qui ont des bonnes recettes, je suis très preneur. Ah, mais c'est un très bon retour. Donc, du coup, peut-être qu'il faut des fois jouer la carte du séminaire d'entreprise, tu vois. Ouais. Et à l'inverse, dire hey, on a carrément fait dépasser l'objectif. Et là, c'est ce qu'on avait fait Alex, pour la bread. C'est pareil, par contre c'est plus petit. 25 personnes, mais c'est IT quand même. Et pareil, c'était un séminaire d'entreprise, mais bon, ils devaient bosser, quoi, c'était clair. Mais tout ce qu'ils ont réussi à produire, ça a pris 1 an. Voilà, ils ont pris 1 an. Après, ils ont été accompagnés par des coachs agiles, etc. Et ils ont finalisé. La DSI est venue me remercier parce que quand même. Et donc, je pense pour toi, l'impact que tu as vu, ouais. Ça prend du temps. Ouais. Mais en fait, c'est ça qui est compliqué, c'est que ça prend du temps. Donc il faut les suivre, hein. Et donc là, c'est encore. Ce qui est souvent la difficulté quand on vend des projets design, souvent c'est un peu en tout cas, je parle pour nous, mais on a des projets qui peuvent être un peu court terme, là où des gros cabinets de conseil arrivent beaucoup plus à vendre des missions sur 2-3 ans avec des contrats cadres. Et du coup, forcément, ils arrivent bien à montrer l'impact de ce qu'ils ont eu 1 an après, alors que nous, des fois, 1 an après, on n'est plus là. Donc c'est plus dur d'aller les revoir en leur disant ouais, il y a 1 an, on a fait ça, vous avez vu comme c'était top. Ouais. Donc c'est très bon retour. Il y avait une autre question, je crois. Ouais. Alors moi, je rejoins aussi ton expérience et ça me fait penser également sur... tu parles beaucoup de design et justement, je crois que c'est un terme en fait sur lequel je bute beaucoup et sur le client aussi en fait bute énormément. C'est-à-dire que c'est un concept design où ils attendent justement une sorte de livrable ou une sorte de wireframe ou... moi, c'est un peu la tarte à la crème. Ouais. Ils ne voient pas derrière que finalement, je vois plus l'UX comme une stratégie, une méthodologie. Et justement, tu parlais plutôt de l'enjeu structurel, de process, etc. Et je me demande même, parce que j'ai l'impression que vous faites quelque chose de très stratégique au final, pourquoi tu gardes le design en fait dans ce que tu fais. Ouais. Parce que pour moi, c'est pas du design en fait. Ça va même au-delà. Ouais. Ah, c'est une bonne question. J'ai l'impression que même quand je parle de UX design, moi, je sais pas pour les autres, j'essaie de ne pas dire design parce qu'ils vont me poser est-ce que tu sais faire des prototypes, tu sais, sketch, et j'ai envie vraiment de les embarquer sur autre chose, une méthodologie. Et je pense que c'est là où j'ai vraiment du mal en fait à les embarquer sur cette approche-là. Donc voilà, ma question c'est est-ce que tu partage aussi ce que je sens, et puis aussi du coup pourquoi tu
tu parles toujours de design, est-ce Ouais. que est-ce que c'est le designer à la base ou... Ouais, moi je parle du design parce que je trouve qu'il y a deux choses que le designer fait que des consultants en organisation ne font pas forcément. C'est toujours partir des besoins des utilisateurs. Là où, moi, dans une époque, dans une vie antérieure, j'ai été consultant aussi et je sais qu'on partait beaucoup de nos convictions et on pondait des rapports qui n'étaient pas forcément utilisés, mais c'était nos convictions qui redescendaient, alors que la démarche est tout autre. Quand Pauline disait on va forcément démarrer par de la recherche utilisateur, et même si on prototype une organisation, on va démarrer sur la recherche utilisateur en comprenant c'est quoi les points de douleur dans un process, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, et souvent on ne sait même pas si c'est un problème au niveau du process ou de la petite interface que quelqu'un est en train d'utiliser. Donc ça c'est le point 1. Et le point 2, je trouve la grande force des designers, c'est qu'ils savent prototyper. Et on peut prototyper une interface digitale, mais on peut aussi, comme je le disais avec l'exemple du business origami, prototyper une organisation. On peut prototyper une fiche de job. Et du coup, je trouve que c'est une grande force aussi du designer, c'est très vite, sur la base de ce qu'il a vu, entendu, arriver à montrer quelque chose de très concret. Et nous, on utilise une analogie que j'aime beaucoup, qui est celle de la pièce de théâtre. C'est quand vous allez, disons, à la Comédie Française, où vous, en tant que spectateur, vous allez passer, ou même si je prends là, j'espère avoir fait une bonne intervention, mais vous allez voir mon intervention. Et là, c'est ce que vous avez en face en tant qu'utilisateur. Mais ce qui fait aussi que mon intervention, potentiellement là ou à la Comédie Française, est bonne, c'est que la lumière, le lieu, vous vous sentez bien, il y a de la bière après, il y a de la pizza qui arrive, vous avez été bien renseigné sur l'événement, vous avez été bien accueilli par Pierre. Donc il y a tout un flow aussi qui fait que ce soir, vous passez une bonne soirée. Et pour moi, c'est super important en tant que designer de pas seulement regarder ce que l'utilisateur va voir, mais vraiment de regarder tout ce qui se passe derrière, dans ce qu'on appelle en anglais, nous on utilise backstage, et tout ce qui va vraiment derrière. Donc, si je reprends l'analogie du théâtre, c'est régler la lumière, payer les acteurs, les costumes, etc. Et ça, pour moi, c'est du design, parce qu'en fait, c'est aussi structurer l'organisation pour que ça se passe comme ça. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Oui. Oui, ça a un esprit, c'est la conviction en fait, mais je pense qu'il y a une sorte d'évangélisation aussi à apporter. Ouais, tout à fait. Sachant que le mot design aussi, moi pour avoir eu l'expérience en Angleterre, n'est pas du tout lu de la même manière. En Angleterre, le design, ça va être ce qui marche. Et ce qui marche, ça peut être ce qui marche, c'est un flow dans le métro, comme ça peut être une interface quand je connecte mon Uber. Alors qu'en France, le design a beaucoup plus une connotation graphique, visuelle, esthétique. Et c'est marrant, et en France, c'est marrant, la dernière fois on a fait un petit exercice où on comparait design thinking et des mots comme service design, experience design, et on voit qu'en France, c'est des mots, service design, experience design, qui ne sont pas encore très développés. Parce qu'on a toujours cette idée que c'est quelque chose de très graphique. Mais ça change et c'est cool. Puis vous êtes nombreux là, donc on va prêcher la bonne parole. À la suite de ce qu'elle dit, justement, j'aimerais quand même avoir la réponse sur pourquoi le sachant stratégiquement, tu ne changerais pas le mot? Parce que ça pourrait être à ton avis. Là, pour être tout à fait honnête, on est en train de changer notre marque, enfin de retravailler un peu sur notre marque, et on va se définir, on n'a pas encore trouvé le terme en français, mais en anglais, ça sera Design-led Consultancy. Donc on remet le mot consultant. Et là, typiquement, dans la propale dont je parlais tout à l'heure, on avait mis service design consultant. Personnellement, moi, ça m'embête de le faire, parce que je trouve que c'est pas la même façon de travailler. Mais ça nous permet de gagner des projets, et à un moment donné, il faut être aussi pragmatique. Donc il y a une éducation à faire, et il y a besoin qu'il y ait un peu de temps qui s'écoule, je pense, pour que les gens aient en tête que le designer soit capable de faire ça. Et du coup, je rajouterai quelque chose pour là-dessus, à l'inverse. Donc on forme beaucoup de gens de CGI, donc c'est un grand cabinet de conseil. Et du coup, eux, donc ils sont consultants, ils n'ont pas de problème avec ça. Et bien justement, on les forme pour justement intégrer le designer dans leur nom. Donc en fait, eux, ils vont se vendre maintenant auprès de leurs clients en tant que designer consultant. Donc comme quoi le mot design en France, il n'est pas mort, quoi. Il n'est pas mort dans l'œuf. Peut-être qu'il y a... Ouais. C'est ça qui est marrant, parce qu'en même temps, il y a un gros effet de mode avec maintenant plein de boîtes de conseils qui disent qu'ils font du design thinking, alors que des fois, ils ont juste embauché un designer qui est là depuis une semaine. Mais par contre, le profil de juste j'arrive chez du design et je vais vous aider en organisation d'entreprise, ça fait encore très peur.
Et je pense, pour prendre un peu ta courbe, les termes ne sont pas forcément les mêmes si on prend la courbe de maturité. Sur les boîtes qui étaient tout à droite, on peut peut-être arriver en tant que designer et les boîtes vont comprendre qu'ils peuvent toucher des aspects comme l'organisation d'entreprise, alors que quand on est tout à gauche, on a plutôt intérêt à dire consultant. Oui, c'est vrai. Ouais. Et ça d'ailleurs c'est un point dans la façon dont on se décrit maintenant, en fonction de l'interlocuteur. Maintenant en 2 minutes on est capable de savoir où la personne est et on ne va pas se décrire de la même manière. Et on ne va pas lui proposer les mêmes choses. Donc bien un problème de vocabulaire. Avec des plus petits clients que ce qu'on a vu tout à l'heure, donc ça va être un peu plus pragmatique, mais concret sur des choses petites. Peut-être la première chose dont je vais parler, c'est pareil, je vais commencer par le succès, ce que moi je considère comme un succès. Et pareil, je me suis plus focalisé sur la vente, parce que cet été, j'ai travaillé avec une toute petite boîte, ils sont 5 personnes, font de la gestion locative, donc ils gèrent 800 appartements à Paris, et ça fait 20 ans qu'ils font ça, donc ils ne sont pas du tout acculturés au design, ils connaissent très très bien leurs clients, plutôt pour de vrai. Donc du coup, ils nous ont appelé, parce que je travaille avec un copain là-dessus, pour refaire leur site, parce que en gros, ils voulaient trouver plus de propriétaires sur Internet qui allaient leur confier leurs appartements à gérer. Et donc là, le défi, c'est un petit peu comment on va leur parler de recherche utilisateur, etc. Là où tout ce qu'ils veulent, c'est une landing page. Donc finalement, la manière dont ça s'est fait, c'est qu'ils étaient plutôt réceptifs à l'idée qu'on avait besoin quand même d'aller parler à des propriétaires d'appartements pour faire cette page. Et finalement, ce qui leur a le plus parlé, c'est quand on leur a dit que nous, on en avait besoin pour travailler, plutôt que de dire on va le faire pour vous dire ce qu'il doit y avoir sur votre site. Parce que ça, c'est la manière dont on peut parler parfois à nos clients en disant ouais, votre brief il est bien, mais en fait on va aller chercher les vrais problèmes en parlant à vos utilisateurs. Et ça peut être un peu vexant parce que ça veut dire qu'en gros vous ne les connaissez pas, alors qu'eux les connaissaient très bien. Et finalement ils ont été réceptifs au fait que nous on en avait besoin, que c'était pas pour eux. Et la deuxième chose qui avait été compliquée, c'est l'estimation et le chiffrage. Parce que nous, c'est vrai qu'on est habitué à vendre un TJ, quoi. Donc on leur dit voilà, il nous faut 5 jours pour aller faire les entretiens, débriefer, etc. Et ça, finalement, dans leur mentalité, c'est un peu du vol, quoi. Si je vous paye autant, vous allez traîner, etc. C'est un peu classique. Et du coup, ce qui a marché, mais sur les conseils de mon copain qui bossait pas mal avec eux, c'était plutôt en fait de chiffrer les interviews. De dire l'interview vaut, en gros c'était l'équivalent d'une journée, parce que du coup on a dilué les restitutions, etc. dedans. Et ça finalement ça leur donnait le choix, parce qu'on disait une interview ça vaut tant, si on en fait 4 c'est bien, 5, 6 c'est mieux, ou ça dépend du nombre de profils aussi à qui on s'adresse. Et là finalement ils ont pu nous dire bon on en fait 4 sur tel profil, et ça leur donnait le chiffrage. Donc ça avait pas mal marché. Au début ça me fait un peu bizarre de chiffrer comme ça, mais pourquoi pas. Et puis finalement, après on... Ouais, les autos moins chers. Mais après, ça permet de continuer d'autres choses sur le projet. Et l'autre chose qui était importante sur la manière de valoriser aussi la prestation, et ça pareil, c'est pas moi qui ai l'idée, c'est mon pote qui lui est plutôt chef de projet, et voilà. C'était en fait de leur dire, en gros, 5 interviews, ça vous coûte le prix d'une feature. Et en faisant ces interviews, vous allez économiser 3 features. Donc en fait, de rapportant au coût de développement, mais voilà. Quand on va faire une petite boîte comme ça, c'est vrai que l'argument financier est obligé d'être assez solide là-dessus. Donc ça avait pas mal marché aussi de le rapporter en ce qu'ils vont économiser en fait derrière. Voilà. Et l'échec, qui n'est pas un échec cuisant non plus, mais qui est hyper actuel, c'est que là je voulais vendre mon premier design sprint, parce que j'ai fait la formation il n'y a pas longtemps. Et c'est un client avec lequel là, je travaille depuis 3-4 mois, ils veulent créer un nouveau service, donc on a fait beaucoup de recherches. Et donc là, l'idée c'était comment est-ce qu'on restitue la recherche. Donc là, on s'est dit, on va faire un design sprint pour pas juste faire une restit, mais passer tout de suite à restitution et prototype. Et ça, il n'y a pas eu trop de soucis parce qu'en fait, ma prestation était déjà vendue, donc ça leur coûtait pas grand-chose de plus. Par contre, comme on est 10, il y a 10 participants,
Moi, je voulais qu'on soit 2 animateurs. Et ça, par contre, on m'a un petit peu rionné. On me dit, oui, tu vas l'animer, il n'y a pas de souci. Mais par contre, avoir une deuxième personne qui vienne, j'ai pas réussi à bien leur expliquer pourquoi c'était nécessaire pour moi, etc. Voilà, ça, c'était l'échec. Et c'est quand du coup? C'est dans 2 semaines. Ça va aller. Ouais, ça va aller. Mais c'est vrai, mais du coup, c'est une vraie question, c'est voilà, pour vendre de l'animation d'atelier, comment justifier le nombre d'animateurs, Ouais, sachant que ça, c'est déjà un coût de mobiliser les gens pendant plusieurs jours, etc. Ça, j'ai pas. Après, j'ai pas insisté parce que moi, j'étais déjà content de le faire avec eux. Mais pour les prochains, je pense que ça va être un peu le défi, quoi. Comment vendre de l'animation, là, franchement, je sais pas encore. Ouais, il faudrait que, je sais pas, que vous mettiez 2 juniors, quoi. Enfin, 2 personnes qui sortent de la formation. Bah, du coup, on fait là un interne qui n'a jamais fait de sprint comme moi. Tu vas devoir le gérer. Non, mais ça va aller. Mais voilà, comment vendre de la facilitation, moi je suis. La double facilitation, quoi. C'est ça. Ouais, il faut que vous fassiez la main les deux. C'est ça. Bon, après, des échecs, il y en a plein d'autres, mais je pense que c'est un peu une problématique de gens qui ne voient pas l'intérêt de l'UX. Ouais, c'est compliqué de. Ouais. Moi, je pense que faut pas trop insister et plutôt dire oui pour des maquettes et le faire en 12D. Ouais, c'est d'accord avec ça. Peut-être, ouais. Ouais, faut pas le dire en fait. Hein. Ouais, ça fait peur. Ça... Ouais. Et c'est bien l'idée de. Je crois qu'il y a vraiment. Ça, c'est un boulot de business designer. 5 interviews égale 1000 features offertes. Ouais, bah non, mais ça m'a fait un peu mal, mais en fait, c'était on est obligé de parler leur langage, quoi. Oui, Pour le coup, eux, c'est des entrepreneurs, et donc en fait, voilà. Comment ils raisonnent? C'est vrai que ça c'est vrai qu'on ne pose jamais assez la question. Comment, quel serait pour vous le succès de ce projet? Enfin, voilà, et pourquoi, enfin, combien vous mettriez? C'est quoi votre budget et pourquoi? Ou, enfin, voilà, essayer d'aller chercher eux, quel est leur vocabulaire, quelles sont leurs attentes. Peut-être qu'il faudrait faire la user research. Mais ça. Tu sais, tu vas sur le. Ouais, non. Mais en tout cas, que finalement ça a marché, puis ils étaient contents, quoi. Voilà. Allez, ouais. Alors, est-ce qu'on a des questions pour les voir? Pas besoin des questions, ou des retours ou... Tu fais uniquement du user research en tant que freelance ou, Non, je dis ça parce que c'est ce que je veux faire le plus. Et puis c'est aussi plus ma formation, parce que j'étais une sciences sociales, de la socio. Donc moi, c'est ce que je préfère faire. Mais c'est vrai que de toute façon, même moi, ce qui me permet de rentrer sur l'émission, par exemple celle que je fais en ce moment, où il y a eu beaucoup de recherches parce que c'est lancer un nouveau produit sur de la gestion de budget, donc vraiment un truc super sur le comportemental. Bah, ce qui a fait que j'ai pu rentrer à la mission et que j'ai été pris, c'est parce que derrière, je peux montrer que je sais faire du sketch, du vision et des choses comme ça. Mais après, justement, de commencer à dire, bon, finalement, on ne sait pas comment les gens gèrent leur budget, etc. Il faut aller leur parler. Ça a permis d'en faire pas mal. Mais c'est vrai que rentrer uniquement par l'angle recherche utilisateur, j'ai pas encore fait ça. Parce que sinon, je pense que ça tombe pas sur du cabinet d'études comme BVA, enfin, des instituts de sondage, des trucs comme ça, quoi. Mais ouais, c'est vrai que ça rentre toujours quand même par le prisme de l'interface. Et du coup, quand tu vends des prestations, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui c'est viable de juste dire je suis user research justement avec des entreprises qui ne sont pas forcément prêtes à accepter, voilà, qui sont en bas de l'échelle, on va dire, de la compréhension de l'UX? Est-ce que tu penses qu'il y a des situations où c'est possible de le faire ou qu'est-ce que tu pourrais leur dire en soi pour justifier en fait ton salaire? Franchement, en freelance, en fait, je sais pas du tout parce que justement, les contacts que je peux recevoir un petit peu dernièrement, c'est plus des gens qui vont chercher à internaliser la recherche, qui vont à recruter en CDI un peu des user researchers. Après, quand j'essaye de me passer en freelance, là, j'ai pas encore, avec vraiment 100% de recherche, je sais pas. Et en vrai, je sais même pas si c'est intéressant. C'est un peu la réflexion que j'ai avec les sprints. C'est que faire que de la recherche, je pense pas que ça soit
même souhaitable. Enfin, et que c'est bien en fait justement de la matérialiser. Et c'était justement mon souci pour la mission actuelle, de dire faire juste une restite où je vais montrer les mappings et pas et qu'on va pas en faire quelque chose, c'est assez limite. Ouais. Ah, mais c'est cool en tout cas, tu es courageux. Parce qu'il y a peu de gens qui se lancent dans. Non, mais c'est hyper bien. User research, quoi. Je vais doucement. Mais c'est bien. Et du coup, tu as raison, je crois que faut amener peu à peu aux clients, tu vas évangéliser à mort. Essayer, ouais. Mais en fait, il y a un peu, je pense, pareil, quand on parlait sur le design, il y a un peu un double effet. C'est à la fois c'est à la mode et en même temps ça fait peur. Sur le côté recherche, il y a, je pense que c'est un peu la même chose avec profil au sens social, littéraire. C'est un truc qui, d'une certaine manière, on valorise, parce qu'en France, la culture c'est bien, c'est super. Mais en vrai, ça fait un peu peur parce que on n'est pas habitué. Ouais. Ça ramène du poids, la réflexion, des questionnements, l'analyse. même pas. Tout à fait. Ouais, je comprends. Mais après, c'est vrai que c'est là il faut aller chercher des projets plus serviciels, quoi. Pas que interface. Et parce qu'en fait, tu vois que tout sujet, il y a en fait assez peu de sujets qui sont que sur de l'interface. Donc quand tu vas aller choper tes points de contact, tu vas leur montrer les points de contact, dire là il y a peut-être une étude à faire, etc. Donc, je pense que la prospective, je parlais tout à l'heure, c'est peut-être une bonne approche. Oui, prospective, ouais, tout à fait. C'est moins terre à terre. Yes. Donc voilà, vous avez d'autres questions? Retour? Non? Ok, merci Edouard. Je suis le deuxième de Hiveworks, donc je suis Alexandre Simon, je suis directeur design chez Hiveworks. Et je vais faire un petit peu le pont entre les deux présentations parce qu'avant d'être directeur design, donc ça fait 2 ans que j'ai rejoint Hiveworks, j'ai rencontré Tristan à Laptop d'ailleurs, au premier espace de coworking. Avant ça, j'ai été freelance pendant presque 10 ans. Donc c'est un univers que je connais bien et que j'aime bien. Et du coup, je vais raconter plutôt un succès dans l'époque où j'étais freelance et un fail dans une époque plus récente. Quoi, on ne s'améliore pas toujours en grandissant. Le succès, du coup, c'est... donc on est un petit peu en arrière, encore dans le temps. À ce moment-là, l'UX, c'est pas encore du tout clair dans la tête des gens. Donc, au niveau de la courbe, pratiquement tout le monde est là. Et on essaye un peu de pousser, en tant qu'UX, quelques préceptes des méthodes, et notamment la recherche. Mais personne n'achète la recherche. Tout le monde dit, non, t'es designer, tu dois savoir ce que tu dois faire, il faut que ça soit beau, il faut que ça soit évidemment utilisable et centré utilisateur. Mais on ne pense pas que pour que ça soit centré utilisateur, il faut bien qu'à un moment on connaisse cet utilisateur. Et donc là, c'était une propale que j'ai fait avec une agence de com. Donc c'était vraiment les agences de com qui faisaient les sites web à l'époque. Ils font toujours, mais donc maintenant il y a un peu plus de méthode UX. Et l'agence de com me demande de venir pour mettre une caution UX dans la propale. Mais comme c'est une propale, ils n'ont pas de sous puisqu'on n'a pas encore gagné. Et moi, comme je suis freelance, j'ai quand même envie d'être payé. Et donc du coup, je dis oui, mais bon, en même temps, on ne peut pas vraiment faire une réponse adaptée à des gens qui sont ici, alors qu'il faudrait faire de la recherche. Et si vous ne pouvez pas me payer cette recherche. Et du coup, on a réfléchi un petit peu à cette problématique-là. Et on s'est dit, mais en fait, ce qu'on peut faire, c'est que je te paye pas peu, voire pas du tout, cette partie en amont. Et si on gagne, je te paye plus. Donc on a fait un espèce de calcul où tous les jours que je passais là, si jamais je gagnais, on me les payerait, mais on me les payerait ça en plus. Et donc du coup, et on a dimensionné la propale en prenant en compte le fait que si je gagnais, du coup, il faudrait débourser un budget là-dessus. C'était assez intéressant. Tout à l'heure, Pauline a parlé de business design. Je ne sais pas si ce terme est familier. Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà entendu parler de business design ? Il y avait 2 gros préceptes derrière cette idée de business design. C'est comment on mesure le fait que le design ou l'UX ou toutes ces méthodes ont un impact dans le business. Est-ce qu'il y a des KPI ou des choses qu'on peut mettre en place au début ? Et à un moment, quand on a fini la mission, on va regarder les chiffres, on dit « Ah ouais, quand même, ça a augmenté, et donc ça a de la valeur, et donc ça valait le coup d'investir cet effort. » Et le deuxième angle des business designers, c'était plutôt de se dire, puisqu'on pense que ça a de l'impact,
est-ce que nous, on ne peut pas designer un business model qui fait qu'on s'y retrouve plus à la fin. C'est un peu ce que Tristan a essayé d'expliquer. Et c'est complètement ce qui s'est passé là. C'est ce qu'on appelle la success fees. C'est cette idée que vous ne me payez pas tant que je fais la mission, mais par contre, si ça marche, vous me payez, et là, on met le prix qu'on veut, quoi. Donc là, c'est ce qui s'est passé. J'ai réussi à faire de la recherche pour une boîte qui n'était pas du tout au fait de ces méthodes, qui n'aurait jamais payé pour, qui a trouvé ça génial dans la propale, qui a fait évidemment, je vous le donne à vous, vous avez vraiment bien compris l'utilisateur. Et en plus, moi, j'ai été payé plus. Donc, gros succès. Le fail. On s'est pris des grosses baffes avec Pauline à essayer de jouer avec les chiffres comme ça et à monter des fois trop haut et on était jamais. Le fail, du coup, c'était quoi déjà? Je me rappelle plus. C'est tout pour une start-up qui a pas mal grossi ces dernières années. Et donc du coup, Tristan a parlé tout à l'heure de cette boîte où on avait réussi à co-designer le brief, et c'était vraiment une découverte pour nous de pouvoir co-designer un brief, parce qu'à chaque fois les propals ça nous prenait tellement de temps, et là de pouvoir arriver presque sans préparation et juste avec 3 post-it et dire voilà ce qu'on a compris, et puis maintenant vous allez bosser pour nous expliquer un peu plus le reste. Donc depuis on a essayé de généraliser ça. Et donc là, c'était une boîte qui nous a dit on va déménager nos locaux. L'utilisateur, c'est vachement important. Donc nous, on se situe là, à peu près. On comprend que c'est important, mais on n'est pas du tout encore ici. Et donc, on a un mur chez nous dans nos nouveaux locaux et on aimerait mettre un parcours utilisateur. Donc nous, tout de suite, on se dit waouh, un parcours utilisateur sur un mur, c'est vachement bien, mais dans un mois, c'est complètement périmé. Donc c'est un petit peu, beaucoup d'efforts pour peut-être pas grand-chose. Et on leur a dit, en fait, vous pensez que vous avez besoin d'un parcours utilisateur, mais peut-être que c'est pas le cas. Peut-être que vous avez besoin d'autre chose, et on vous propose de co-designer avec tout le monde ce truc dont vous avez besoin, dont on n'est pas sûr que ce soit un parcours utilisateur. Et pour faire ça, on va co-designer le brief avec vous. Et donc on a co-designé le brief, ils ont trouvé ça marrant, et donc ils ont dit OK. Puis finalement, ils ont dit bon, ils ont l'air sympas, on les prend. Et on a fait la mission, on a co-designé effectivement avec plein de gens, c'était assez difficile de les mettre tous ensemble, parce qu'ils n'avaient pas du tout l'habitude de travailler ensemble dans toutes ces divisions différentes, et surtout d'arriver à prendre 2 jours comme ça, c'était vraiment genre le truc de fou quoi, pour eux. Et on était assez contents de ce sur quoi on est arrivé, mais en fait on est parti. Et là, il y a le Big Boss qui est arrivé, qui a regardé ce qu'on a fait, qui a fait « Mais c'est pas du tout ça que je voulais, moi je voulais un parcours utilisateur imprimé sur le mur. » Et donc on a reçu un mail en disant « Bah non, en fait, on savait qu'on voulait un parcours utilisateur sur le mur, maintenant on s'est fait engueuler à cause de vous. » Et du coup, c'était la débandade dans l'entreprise, tout le monde s'est complètement désolidarisé du projet, il y avait vachement de déception et de frustration de partout, et ils nous ont détestés, quoi. Donc gros fail. Et donc du coup, ça c'était un fail intéressant parce qu'en fait, nous on a un peu cette conviction qu'on peut tout designer. Hein, on design des organisations, pourquoi pas. On rentre avec un problème, on sait d'entrée que de toute façon le problème il est mal posé et c'est normal parce que personne n'a vraiment pris le temps de faire de la recherche. Donc on peut tout designer et on verra bien ce qu'on sortira à la fin et on trouvera les bonnes personnes pour le formaliser. Et en fait là on s'est rendu compte quand même qu'on ne peut pas tout designer et que c'est aussi important dans cette espèce de courbe de voir où ils sont pour pas aller trop loin, trop vite. Et puis aussi l'autre schéma que tu as montré, le stakeholder map, bon, là on ne pouvait pas le savoir, mais vraiment être sûr d'avoir identifié les gens qui ont un impact dans le projet parce que ça peut vraiment tout foutre en l'air. On a fait un débrief du coup il y a 2 semaines, ça s'est passé il y a 1 an. Finalement ils ont réussi à récupérer un peu le truc. Ils nous détestent toujours autant, mais par contre ils ont beaucoup plus d'ateliers collaboratifs chez eux. Donc il y a quand même un truc de la culture qui est passé et voilà, ça avance dans cette direction. Voilà. Ouais, c'est bien. Ouais, c'est bien. Alors, c'est les tours, des questions? Pourquoi le Big Boss ne faisait pas partie des parties prenantes? Je sais pas. On aurait su, on aurait dit mais il est où le Big Boss? Faites-le venir, il a même dû être là Non, donc, clairement, il y avait plein d'étapes où on aurait dû l'avoir. Il y a des moments où on sentait qu'il y avait des choses qui nous échappaient, mais on n'arrivait pas à avoir cette information. Il devait venir. Il aurait dû venir en plus pour l'atelier. Ouais. Il devait venir et
C'est dur de dire un big boss bien quand même. Ouais. Et puis je pense que ça fait peur aussi des fois à certaines personnes qui dirigent des entreprises comme ça, de voir le truc l'entreprise s'aplatir d'un coup. J'ai pas mal d'expériences avec d'autres amis, c'est pas moi qui les ai forcément vécues, où il y a comme ça des workshops très collaboratifs et tout le monde d'un coup réalise qu'ils ont un peu un pouvoir à participer, etc. Et ça peut faire peur à des dirigeants qui reprennent la main d'un coup, et des fois de façon un peu trop autoritaire, et ça a ce gros impact de démotivation du coup sur les équipes qui y ont cru à un moment, quoi. Qui voient que bon. Il y a d'autres questions? Une question qui n'a peut-être rien à voir avec l'histoire, Vas-y. mais j'étais curieux de savoir comment un freelance après 10 ans peut décider de revenir Alors je suis un peu particulier là-dessus, c'est que je ne suis pas revenu, j'ai jamais été salarié. Donc pour moi, ça me faisait plus peur d'être salarié que d'être freelance. C'était naturel pour moi d'être freelance. Je ne m'étais pas trop posé la question. J'ai fait un stage et après on m'a demandé une mission de free. J'ai fait OK. Et puis de fil en aiguille, il y avait des missions qui venaient. Et puis je trouvais ça cool. Et en fait, du coup, le passage que beaucoup de gens autour de moi ont fait un moment, allez, c'est bon, je me lance, je me mets en freelance après toutes ces années d'être asservi dans une entreprise et de détester mon boss et tout ça. Moi, c'est plutôt, allez, vas-y, je me lance, je vais être salarié. Et je peux dire que ça fait peur. Là, il y a mon boss qui est passé, mais il est parti déjà. Mais bon, voilà. Mais donc, non, et puis, en fait, la réponse à cette question, c'est qu'en tant que freelance, donc je suis vraiment un fan de statut parce que je trouve qu'il y a vraiment des trucs super intéressants dans cette recherche un peu de liberté, de sens aussi un petit peu. En fait, la plupart des freelances, contrairement à ce qu'on pense, ne sont pas forcément en freelance pour être genre je pense qu'à moi et c'est bon, maintenant j'en ai plus rien à foutre de rien. C'est souvent parce que justement ça manque de sens dans leur entreprise et ils se disent je vais pouvoir choisir mes projets maintenant. Moi, ce que j'ai vécu au bout d'un certain temps, c'est que je me suis rendu compte que j'avais plus d'impact. Soit j'avais de l'impact sur des tout petits projets, soit j'avais très peu d'impact sur des gros projets. Et c'est normal parce qu'on me prenait comme une ressource qu'on me mettait sur un très gros projet et j'avais peu d'impact. Ou alors j'étais tout seul sur une petite start-up et j'avais beaucoup d'impact, mais c'était une petite start-up. Et du coup, j'avais envie de rejoindre une agence un peu à taille humaine pour pouvoir avoir de l'impact sur des plus gros projets. Et maintenant, du coup, avec iWorks, on développe beaucoup cette idée que l'agence de demain, ça va être des gens qui mettent des freelances ensemble sur un projet. C'est les freelances qui vont résoudre en équipe le projet, et puis ensuite ils peuvent se séparer, refaire un groupe ici, un autre groupe là. Donc voilà, je ne sais pas si ça répond à ta question. Je parle ce soir, donc je vais essayer de faire un truc qui va être un peu intéressant et essayer de durer du coup sur les 5 minutes. Pour me présenter rapidement, du coup, donc je suis UX depuis quelques années. J'ai co-créé du coup l'agence La Grande Ourse avec des personnes qui sont là-bas. Donc assez récemment, c'était en août 2018. Et en fait, je vous parlais un petit peu d'un échec, non pas en termes de projet, mais en fait en termes de statut salarial que j'ai eu. Donc c'est un peu le même problème en fait, mais à l'inverse du coup que les personnes d'avant. Et qui en fait mène finalement s'il y a une réussite. Donc les deux sont assez liés. En fait, j'ai commencé du coup à être directement salarié après mon école d'ingénieur parce que du coup c'était assez naturel pour moi. Dans cette école d'ingénieur, on nous poussait vraiment du coup à être plutôt salarié dans des grands groupes qui fonctionnaient bien, du coup de monter à Paris parce que mon école était à Bordeaux. Enfin, c'était vraiment le truc. Donc en fait, pour moi, c'était très naturel de devenir en fait salarié dans une boîte en disant maintenant j'aurai plus d'impact en étant salarié de toute façon qu'en étant externe dans mon agence. Donc je me suis lancé du coup dans l'histoire. J'ai fait pas mal de grands groupes industriels, télécoms, bancaires et assurances aussi, où je suis resté très peu de temps parce que j'arrivais pas à trouver mes marques, à me trouver moi-même. Jusqu'au moment où j'ai commencé à me dire en fait le problème il vient peut-être pas du coup d'eux, mais il vient de toi. Profondément, et est-ce que finalement l'UX c'est vraiment du coup fait pour toi? Donc je me suis beaucoup remis en question en fait sur moi-même profondément, sur ce que je voulais faire et qui j'étais en fait plus précisément. Parce que du coup dans ces boîtes-là, on avait des très gros problèmes du coup de politique, où finalement du coup l'UX c'était bien, ça faisait joli du coup sur le papier, on fait de l'UX, on écoute nos utilisateurs, mais derrière en fait on pouvait pas faire grand-chose. Enfin, en tout cas c'était mon sentiment du coup dans ces boîtes-là. On avait très peu d'impact aussi finalement par rapport à d'autres personnes, toujours des problèmes de politique.
Et pour moi, du coup, voilà, j'ai vraiment vécu comme un réel échec du coup, personnel et professionnel, jusqu'à tout arrêter en juillet dernier. Donc j'ai fait des grands groupes et une start-up en me disant peut-être que la start-up ça peut être plus sympa, des côtés plus jeunes, plus dynamiques et tout. En fait, c'était encore pire. De mon côté, peut-être qu'on a une mauvaise start-up, mais en tout cas, c'était vraiment pire. Et donc j'ai tout arrêté du coup en juillet. Je me suis dit, ok, qu'est-ce que je vais faire? Et donc c'est là où voilà, j'étais avec mes 2 amis, on s'est dit ok, on va lancer notre truc en fait. Freelance pour nous, tous les 3, c'est totalement inconnu en fait. On était tous les 3 du coup vraiment en mode salarié avant, aussi bien UX que PO. On s'est dit ok, donc on va faire les choses un peu doucement. On va rentrer du coup en créant du coup une agence et en faisant et du freelance et du coup du mode agence. Et en fait c'est là où où en tout cas moi j'ai senti une vraie réussite aussi bien pro là que perso. C'est qu'en fait je trouve qu'on a beaucoup plus d'impact en rentrant en tant qu'externe aussi bien en agence ou en freelance. Pour plusieurs raisons, c'est que déjà en fait les gens du coup en interne savent qu'on n'est pas là pour gérer les problèmes de politique, donc ils vont les prendre du coup pour eux. 2, ils nous payent aussi beaucoup plus cher finalement qu'en mode salarié. Même ce qui est assez marrant, parce que finalement en tant que salarié on sent une sorte d'engagement du coup auprès de la boîte, donc on doit se dire ouais, ils vont nous prendre pour qui on est en fait. J'ai pas ressenti ça du tout, alors que là en fait on est vraiment écouté. Et justement la réussite là-dessus, c'est que avec du coup notre agence, on a retravaillé pour un de nos anciens employeurs, un géant du coup de l'assurance, et on s'est dit allez on retente du coup le coup avec eux, on voit un petit peu ce que ça donne en tant qu'externe. Et finalement ça a été absolument génial, c'est-à-dire que pourtant avec les mêmes interlocuteurs qu'on avait déjà avant étant salariés, on a totalement réussi à faire bouger les choses en interne, parce que justement on avait ce poids. En fait, on avait vraiment le poids de l'externe en mode ok, ils ont fait leur boîte, ils devaient être vraiment experts dans leur domaine, alors qu'on était autant qu'avant, il n'y a pas eu de changement. Mais en tout cas, on avait vraiment ce poids-là, même le coût aussi, parce que quand même, avant ça coûtait beaucoup moins cher, on me prenait pendant 2 mois, du coup, pour ce projet-là, du coup, tu nous coûtais beaucoup moins, là, tu nous coûtes un pactole. Et donc voilà, donc ça c'était vraiment notre grosse réussite. On a fait un truc, je pense, qui était hyper bien, tout le monde était hyper content du coup dans ce très gros groupe en tout cas. Les clients du coup aussi, ça fait un beau taux de conversion a complètement monté du coup sur ce produit-là. Et voilà, donc c'est pour ça que du coup que de l'échec vient finalement du coup la réussite et une remise en question du coup de soi-même, et je pense hyper important à un moment où on s'est un peu perdu, et de retrouver finalement qu'est-ce qu'on veut faire concrètement et pas juste suivre les règles qu'on nous avait dictées du coup au début de la carrière. Voilà, c'était un peu court. Non, donc du coup, pour être sûr de comprendre, en fait, vous êtes arrivé chez les clients et en fait, vous avez vu tout ce que vous ne pouviez pas résoudre, parce qu'il y avait tous les problèmes politiques. C'est ça. Vous avez dit aux clients, ça c'est votre job. C'est ça en fait, parce et du coup, ça leur a permis, en fait, vous avez un peu distribué les tâches dans le sens où vous avez donné votre valeur en tant que designer, c'est de résoudre ces problèmes-là, mais pas celle politique. C'est ça. Et on a osé le dire en fait. Et vous avez osé le dire. Quelque chose qu'on ne faisait pas forcément à l'interne, parce qu'on a toujours aussi le poids du coup de la politique, de la direction, des 15 coups managériales qui fait que tu auras ta prime, tu n'auras pas ta prime. Ce qui fait qu'on est un peu plus limité aussi en termes d'honnêteté. C'est ça. Donc là en fait on a pu être beaucoup plus franc avec ces personnes-là, avec qui on avait travaillé pourtant avant. Et voilà, ça s'est beaucoup mieux passé en fait. Et ils ont compris en fait aussi eux que le problème venait pas forcément du coup de la partie conception, de la partie PO, ni la partie développement, mais pouvait venir en effet plus de l'organisation qui est en interne, et que telle personne qui était du coup au rang N+4 pouvait donner son mot du coup et écraser tout ce que disait tout le monde, quoi. Et comment vous l'avez démontré, comment vous l'avez exprimé? On parlait du vocabulaire là. En fait, on leur a surtout montré par rapport au projet qu'on avait pu faire chez eux aussi, qu'on avait vu qui avait été fait chez eux, en leur expliquant pourquoi est-ce qu'il y avait eu des échecs en fait sur ces projets-là, quoi. Comme on avait pas mal vécu du coup sur pas mal de projets chez eux, et en fait ils se sont vraiment rendus compte à ce moment-là que il y avait un gros problème du coup d'organisation qui était beaucoup plus que juste des problèmes de designer du coup, comme ils avaient bien appelé ça du coup. Mais là c'était vraiment en leur mettant le nez en fait dans le dans le caca en mode. Et vous disiez que vous étiez designer ou pas? Oui. Surtout le... parce qu'en fait, eux, ils sont, je dirais, au second niveau. Oui, on va y aller. Voilà. Ils avaient embauché des designers, donc ils avaient déjà un peu, du coup... ils connaissaient un peu les méthodes, mais alors après, par contre, ils connaissaient, du coup, les buzzwords et tout. Design Sprint, ils aimaient beaucoup SMO, Design Thinking, OK. Mais après, dans la réalité, du coup, il n'y avait rien, et c'était très, très dur. Et qu'est-ce qu'ils attendaient que vous livriez? Des maquettes.
au début des maquettes. Ensuite, on a réussi à faire un petit peu, en interne, faire un tout petit bouger les choses. Ouais. Et là, pour le coup, en mission, du coup, vraiment pour eux, en mode agence et un peu de freelance, du coup, ça a totalement bouleversé un peu leur idée de ce qu'on faisait concrètement, parce qu'ils voyaient que d'un point de vue interne, où les gens, encore une fois, n'osent pas forcément dire du coup qu'est-ce qu'ils veulent vraiment faire et qu'est-ce qu'ils peuvent vraiment faire sur les projets. Et où là, finalement, on est un peu débloqué ce truc-là aussi, en mode, là, concrètement, nous, c'est pour juste faire du coup des maquettes et mettre du bleu, du coup, pour dire, parce que vous mettez du bleu, ben nous, en fait, on n'est pas dedans, quoi. Donc, puis aussi, voilà, il y avait des contraintes de leur part aussi qui étaient qu'ils avaient peu de temps pour faire un projet, qu'on connaissait déjà un petit peu, donc ça y est, enfin, Donc, ils avaient un peu la pression vas-y, aussi. vas-y. Parce que justement, chez l'annonceur, j'aimerais bien savoir de qui dépend lui, est-ce que c'est sous marketing Ouais. qui... De personnes. Grosse question, c'est on a l'impression de personnes en fait. Nous on était inclus souvent dans des équipes côté soit IT, soit du coup côté plutôt product owner, enfin avec plein de chefs de projet du coup de partout. Donc c'est souvent du coup les équipes projet. Et après on se dispatchait du coup dans différents feature teams ou alors les gens du coup venaient vers nous, on bossait pour eux. Mais on n'avait pas du coup enfin en tout cas on ne se sentait pas rattaché. Et même si on était rattaché quelque part, c'était pas avec des gens qui comprenaient du coup nos thématiques. On n'était pas rattaché en studio parce que à ce moment-là du coup les studios c'était pas, enfin ils voyaient c'est pas forcément d'un très bon œil. Donc ouais. C'est pour ça aussi qu'il y a un problème de sens aussi dans notre job, c'est que finalement on est là, on est à graviter un peu et tout le monde pense pouvoir, enfin, prendre le designer, ouais c'est tout à fait ça, pour faire joli dans sa direction. La question, en plus de la courbe, là, qu'on parlait tout à l'heure, c'est de savoir de qui dépend l'UX, parce que ça change complètement la nature. Totalement. Les influences, carrément. Oui, parce Pour que... rebondir là-dessus, c'est difficile d'acheter un produit ou une compétence, donc on ne sait pas soi-même le placer dans son organisation. Exactement, ouais. Tout à fait. Donc ça, ça c'est un bon point. Il faudrait demander, au client quelle est sa définition. Si ça va dans le travail de pédagogie que vous êtes en train de faire, que les gens comprennent bien, c'est aussi une question. C'est vrai, ouais. Ouais, totalement. Vous avez d'autres questions pour notre Clément, notre volontaire? Ouais, j'essaie un peu de broder du coup. Non, mais c'est très bien. Parce que en fait, tu donnes de l'espoir. Parce que quand on te demande des maquettes, tu peux dire, bah non, en fait, oui, ok, mais les maquettes, c'est vraiment c'est la fin du process. C'est ça. Et puis c'est pas si important que ça. Enfin, c'est le résultat de tout le reste. C'est ça que tu vois vraiment. Ouais, mais après on a beaucoup de chance de déjà aussi connaître le client là-dessus aussi un petit peu et de le bousculer, et, enfin de pouvoir le bousculer en tout cas tranquillement sans, en sachant qu'on n'allait pas perdre quoi qu'il arrive du coup la mission quoi. Ce qui n'est pas toujours évident non plus dans certains groupes. Ok, c'est bon. Retour. Ah si, vas-y, Edouard. Parce que tu parlais de Théo, Ouais. des gens qui fait ça. Du coup, tu avais toi, tu t'es développé un petit peu de maquette pour aller, ou t'en avais pas, tu t'es dit, tant pis, je le ferai. En interne ou en mode. En fait, quand le client Ouais. t'a sollicité, tu sais, la demande initiale c'était d'avoir une maquette, tu ne l'as pas refusé parce que toi, c'est aussi ce que tu fais. Tout à fait. Les gens avec qui tu veux. Tout à fait. En fait, après, du coup, nous, on a pris aussi un freelance avec qui on travaillait déjà, du coup, qui a bossé avec nous, du coup, que sur la partie UI. On lui a vraiment dit que de toute façon, il y aurait deux parties vraiment distinctes, du coup, dans la prestation, qui allait être vraiment, du coup, une grosse partie recherche, une partie, du coup, atelier et wireframing, et ensuite, du coup, une passe DA et UI, du coup, sur ces fonds-là, une fois que tout serait stabilisé, quoi, qu'on n'allait pas faire venir, du coup, un UI bosser pour un truc qu'ils allaient les faire, du coup, 3 jours après, parce qu'en interne, ils auraient dit, ah bah finalement, on préférait, du coup, ce chemin-là, quoi. Donc, ouais, on bossait avec les UI quand même derrière. Le retour, c'est bon. Allez, on applaudit. Merci. Startup qui fait de l'étude utilisateur, de la recherche utilisateur. Et ici, je vais plutôt vous parler d'une expérience qui est liée à comment vendre de l'UX, mais à la fois réussite et échec, mais dans le même projet. Parce que pour le coup, je remonte quelques années en arrière. Avant, j'étais en agence de com, une agence de com qui fait des sites web depuis des années et qui commence à vendre de l'UX. Et comment ça se passe? Qu'est-ce que c'est? Le client ne le sait pas trop, nous on ne le sait pas trop.
Et en fait, c'est un peu le projet qui nous a structuré par la suite, parce qu'en plus, c'était un très gros projet sur lequel on a travaillé sur plus de 3 ans. Et en fait, tout à l'heure, quand on a montré le diagramme avec les différents types de clients, nous, on a eu une chance fabuleuse, c'est que concrètement, le client qu'on a eu, c'était à la fois le décisionnaire, celui qui avait la bourse, il avait absolument tout, et en plus, il était tout là-haut. Donc en mode, pour lui, l'UX, c'est ce qui allait révolutionner le monde. Donc tu arrives là-dessus, on ne peut pas commencer mieux. Et en fait, la problématique, donc ce client-là, c'est un groupe, lui c'était l'un des DG, enfin DG adjoint d'un groupe industriel qui fait des medical devices dans le dentaire. Donc concrètement, il fallait créer une application métier pour des prothésistes dentaires. Et ici, le frein, c'était pas vendre de l'UX à lui, c'était de vendre de l'UX aux utilisateurs. Parce que concrètement, la solution, on l'a créée avec des prothésistes dentaires, l'application, on l'a créée avec eux, sauf qu'au début, il n'y a personne qui la voulait, pas parce qu'ils n'avaient pas de besoin forcément fonctionnel, technique pour un produit. Et en fait, tout simplement, pour eux, ils voyaient l'évolution comme la mort de leur métier. Concrètement, aujourd'hui, si on leur donnait un nouvel outil, ils allaient tout simplement disparaître. Parce qu'il faut savoir que dans les dernières années, ils ont vécu l'importation de produits locaux chinois, qui leur a mis un petit chassé comme ça. Ensuite, la création de l'impression 3D, qui a continué un peu à les finir. Et aujourd'hui, un gros groupe industriel qui dit on va créer un outil pour vous. Ils ont l'impression que ça y est, c'est la 3e vague, derrière on n'est plus là. Et en fait, la question ici, c'était notre client, on lui a vendu de l'UX, mais à ses utilisateurs, comment on va lui vendre la solution, comment on va lui vendre le produit, et comment on va essayer de les avoir un peu pour concevoir avec eux. Parce que lui, il était persuadé qu'il fallait les mettre dans la boucle, nous aussi. Et en fait, on a fait une chose très simple qui, à l'époque, se faisait pas trop. Aujourd'hui, ça paraît plus normal, mais pas il y a quelques années. Et en fait, tout simplement, les testeurs et à notre client, on n'a pas maquetté la moindre chose les 8 premiers mois du projet. On n'a rien maquetté, même pas un wireframe, on n'a rien fait. Pendant 8 mois, petit à petit, on les a rencontrés. Au début, plus ceux qui étaient early adapters, ensuite ceux un peu plus réticents pour aller à la fin jusqu'aux réfractaires. Et en fait, on s'est servi d'une chose au sein des utilisateurs, c'est une communauté qui se parle beaucoup. Et en fait, on s'est servi d'une simple chose, c'est le bouche à oreille. Et au début, on a commencé à concevoir avec eux sur des ateliers design thinking, tout ça. À l'époque, il n'y en avait même pas ce nom-là, en fait. Mais tout simplement en leur demandant leurs attentes, leurs besoins, en les étudiant sur eux de l'observation de terrain. On passait une journée avec eux, une semaine avec eux. Et en fait, tout simplement, on l'a fait avec des personnes. Ensuite, on l'a fait avec d'autres personnes. Et puis encore d'autres, et à la fin, c'est les prothésistes eux-mêmes qui venaient parce qu'ils étaient persuadés que s'ils nous donnaient leurs attentes, ils allaient avoir la petite feature dans le produit qui leur va bien. Et en fait, c'est là où je pense qu'on a réussi, c'est qu'en fait, on leur a rien montré de concret, on leur a appris ce que c'était de l'UX, et on leur a appris ce que c'était de concevoir un produit pour eux et avec eux. Et ça, souvent, on se dit que faut convaincre le client, mais il n'y a pas que le client à convaincre quand on est sur une cible B2B. C'est concrètement, c'est même si on peut avoir ce besoin-là, si on a peur de ça, ça va pas marcher. Donc là, il y avait un gros travail d'évangélisation au sein des praticiens. Et donc ça, pour le coup, c'était, sans rentrer dans tous les détails, c'était vraiment la partie succès du projet. Maintenant, la partie échec du projet, c'est que nous, on commençait à essayer de vendre de l'UX, mais on avait plutôt l'habitude d'avoir des clients qui se plaçaient là ou qui se plaçaient là. Donc quand on a budgété tout ça, nous, on a fait un budget qui était pour eux. Sauf que lui, il était tout là-haut. Et en fait, on a sous-vendu ce qu'on a fait. Parce qu'après, il nous a dit, c'est bon, maintenant, vous avez carte blanche. Vous gérez le projet, on le gère avec eux. Et là, pour le coup, on a vraiment co-créé tout ça. Donc ça, pour le coup, c'est une vraie réussite. Mais en fait, tout simplement, nous, on n'était pas habitués à parler à celui qui était tout là-haut. Et en fait, on s'est sous-vendu. Parce que quand on vendait un atelier, au final, on ne vendait pas forcément le temps de préparation. On vendait à moitié le temps d'analyse qu'il y a derrière un atelier. Et ce qui fait qu'après, par la suite, vu que ça a duré 3 ans, on est retombé financièrement sur nos pattes parce que du coup, on a pu pérenniser le projet. Mais il y avait cette idée-là, en fait, au tout début, c'était pas forcément concevable que quelqu'un dise « Ok, vas-y, mets le chiffre ». Et en plus, même lui nous l'a dit quelques années après, concrètement, si vous avez mis limite un 0 de plus, il n'y avait pas de souci, quoi. C'était pour imager, mais concrètement, c'est exactement ça, quoi. Donc, au final, tout va bien, le projet s'est bien passé, mais c'est aussi intéressant de montrer que, on peut avoir des problématiques avec les personnes qui sont tout là-haut dans l'organigramme et pas qu'avec ceux du bas.
Et concrètement, si la personne est là-haut, c'est qu'elle est déjà convaincue. Et il ne faut pas hésiter parce qu'elle elle est convaincue du bénéfice que ça apporte. Et du moment où elle est convaincue du bénéfice, elle est d'accord à payer pour avoir ce bénéfice-là. Donc si on vend un atelier, en fait c'est simple, il y a des règles. Si on vend un temps d'atelier, c'est limite le double temps de préparation avant. Il y a le temps d'analyse qui est quasiment équivalent. Il y a tout un tas de choses à payer. Il n'y a pas juste le jour homme qu'on a passé avec les 8 prothésistes devant nous à leur parler, quoi. Donc faut pas avoir peur d'y aller des fois quand on sent que la personne est là-haut. Après, il y avait le côté aussi un peu agence qui aidait par rapport à des statuts de freelance, mais en tout cas, voilà. Ouais, du coup, ce que tu dis, c'est qu'il faut être prêt à faire payer le prix juste. Parce qu'en fait, on n'est jamais prêt aujourd'hui parce que jamais on a des situations. Là, pour le coup, c'était tout début, c'était les premières années où ça commençait à se vendre. On est directement tombé sur ce personnage-là, qui est pour le coup absolument génial. Mais... Ouais, et effectivement, donc ça c'est du business design. Donc ça c'est clair. Donc effectivement, c'est vrai que ça serait intéressant de créer une grille, un peu une matrice, quoi. Peut-être qu'on pourrait la faire ici, en atelier. C'est quoi, quels sont tous les postes et au minimum pour ce type de problème-là, pour ce type de maturité, petite maturité, qu'est-ce qu'on peut vendre vraiment au minimum, quoi, et puis à combien selon le niveau de chacun, et puis après faire graduellement. Et là, c'est vrai qu'après, le graduellement, il est compliqué parce que ça dépend de l'organisation. C'est ça, c'est qu'après, en fait, nous, ça nous a permis aussi de réfléchir à comment on a structuré au sein de l'agence l'UX, comment on le vendait, à quelle étape du projet, comment ça se passait dans nos propals. Et à la fin, on est arrivé sur, en fait, se dire que même un petit site entre guillemets, on parle de petit site en termes de budget, un client qui n'a pas beaucoup de moyens, et nous, on était d'accord pour dire on lui disait très clairement, concrètement, on va vous proposer 3 phases. Il y a une phase de conception qui va lier de l'UX, une phase de design et ensuite une phase de développement. On interne tout ça, on avait les compétences en interne. Et en fait, on disait, on va peut-être faire moins de techno, ça sera peut-être pas compatible sur le Internet Explorer 6. Donc en gros, on va vous enlever du budget de dev, on va peut-être aussi enlever un peu de budget de créa. Mais par contre, pour votre projet, c'est 2 petits à côté qu'on va gratter, des 10%, des 20%. Et on va le rajouter dans ce premier tiers qui est une phase de conception. Et en fait, on préférait faire moins de techno, faire peut-être moins de design, mais avoir un projet fonctionnel et cohérent. Parce que des fois, on pouvait passer ce temps-là purement avec une belle DA, ça c'est sûr, des fois on pouvait se faire plaisir, mais en fait, c'était pas vraiment lié aux besoins de l'utilisateur final, quoi. Ouais, très bien. Quels objectifs en vue? Effectivement, c'est vachement bien. Donc effectivement, il y a un truc à... je vais dire un truc, mais je sais plus, c'est créer cette matrice-là qui nous permet de se positionner. Et oui, voilà, et ça nous permettrait du coup de dire aux clients, en fait, vous savez que là, ça vaut ça vaut le temps en fait, mais pour vous, mais pour vous, on fait un petit peu. Alors, en fait, c'est pour une première approche en fait. Voilà, c'est la valeur des choses. Et effectivement, pour les gens vraiment pas matures, les entreprises, en fait, ça va vraiment les impressionner en fait d'acheter un truc pas cher, mais qui a une grande valeur. Donc du coup, ça pourrait être intéressant de montrer... je ne sais pas si vous me suivez. J'essaie de voir une matrice là pour des prix. Donc je pense qu'il y a un truc à faire, en fait, de montrer le coût d'une chose et en fait la version dégradée. Qu'est-ce que ça vaut? Mais déjà, vous avez cette valeur selon vos objectifs. Et si vous avez tel objectif, c'est vraiment pas possible. C'est ça. En fait, je pense qu'il faut mieux essayer d'être toujours le plus transparent possible dans ce qu'on vend et ce qu'on propose. Et concrètement, des fois, leur dire très clairement, là, honnêtement, ça vaut peut-être pas, je dis des chiffres au pif, ça vaut peut-être pas 5 000 €, mais en réalité, ça vaudrait peut-être plus 8 ou 9. Mais vu que c'est le premier projet qu'on fait ensemble, ou alors c'est que vous connaissez pas encore la thématique, mais je pense que ça peut être bon pour vous, on leur prouve avec cette première version, mais du coup, on leur explique bien que c'est une version, entre guillemets, plus light, parce qu'après, ils vont se dire, pourquoi j'ai pas toujours les 5000 et que d'un coup, tu me passes à 9. En fait, c'est un peu genre un produit d'appel, en fait. Il faut le voir un petit peu comme ça. C'est le premier prix à la solution qui vaut tant.
Et si ça vous convient juste avec ce produit d'appel, bah après, dès le début, vous savez que ma grille derrière, réelle, elle est ça. Voilà, c'est ça. Mais c'est dans les... Parce qu'au début, c'est le problème de tout le monde, quoi. Enfin, sauf les grands comptes, c'est qu'on va baisser nos prix. Donc c'est ça qu'il ne faut pas faire, je pense. Hein, Alex. Non, je regarde Alex spécial. Parce que c'est toi qui m'as appris ça. Il ne faut pas baisser ses prix, mais il faut montrer, voilà, ok, c'est plutôt enlever des choses, mais qu'ils aient une grille objective de coût. Parce qu'effectivement, nous les freelances, on est trop nuls parce que. Enfin, moi je suis. Bon, en fait, ils ne comprennent pas après pourquoi tu leur as fait ce premier prix, tu leur fais la même chose la deuxième fois à ce prix-là. Voilà, c'est ça. Donc, ça, c'est un vrai. Ouais, je pense qu'on va faire un atelier spécial fixage du prix. Pour les freelances, pour les agences et tout, c'est un vrai problème. Yes. Ouais, alors tout à l'heure on parle de coût, de prix, mais on n'a entendu aucune somme. Est-ce que tu peux dire un prix jour-homme que tu pratiques actuellement? Bah actuellement je suis salarié, donc du coup... Tu sais combien tu es vendu à un client à la journée? J'ai le droit ou pas d'y aller là? Vas-y, tu peux te dire. Non, le prix à la journée d'un consultant UX quand on fait des tests chez nous, on le vend environ 800 €. Je dis pas de bêtises, c'est ça? Oui, mais après, quand on vend tes recommandations, on est plutôt autour de 1000. Parce que c'est pas qu'une journée. Et du coup, la question pour tous ceux qui sont passés sur scène. Bah, nous, pour dire, historiquement, on fait un peu ça. Et après, on commence à monter sur, en fonction de si on est sur, en fonction de où on est, si on est sur du design d'organisation. Aujourd'hui, on commence à plus avoir peur de se mettre à des autres boîtes de conseil qui des fois sont à 2000-2500 jours. On a du mal à le faire, vraiment. Mais on est en train de viser ça, c'est un de nos objectifs de cette année, parce qu'on en a marre des fois de faire du travail qui est aussi bien que des boîtes de conseil et de vendre de fois moins cher. Et par contre, quand on est plus sur des dimensions un petit peu plus prod ou delivery, là on va plutôt sur des taux c'est assez large. Je peux rebondir sur la partie free, parce qu'on s'est pas mal cassé les gens avec le Lean aussi sur cette question. En fait, il y a un truc assez marrant quand on est free, et je pense que c'est un peu la même chose quand on est une agence, c'est que derrière un prix, on a des attentes. Enfin, le client a des attentes. Et on n'est pas forcément armé pour savoir quelles sont ses attentes. Donc au début, on commence bas. Enfin, pour ma part, j'ai commencé à 300 € la journée. Et petit à petit, je monte. Puis à un moment, j'ai passé une barre fatigue. Les personnes m'ont dit que c'était une barre fatigue. Et moi, je pensais juste qu'en passant au-dessus, il fallait juste travailler plus vite et mieux et pas de plus jolie idée. Alors qu'en fait, au-dessus de cette barre, justement, je rentrais dans le monde des consultants. Et du coup, là, il fallait que je travaille moins, mais que je sois plus rassurant. Et du coup, on travaillait énormément. On était complètement comme ça, on n'était pas du tout rassurant. Et on s'est fait ramasser des comme une crêpe. On a fait un minute à burn-out en 3 jours et c'est vraiment pas du tout rentable comme histoire. Après coup, on a compris un peu mieux ce qui se passait, mais il y a des espèces de paliers comme ça où on ne sait pas. Et donc, là, le palier en l'occurrence, c'est 600 €. Et en dessous de 600 €, t'es un super. Soit t'es un tueur en prod, soit t'es un mec qui a plein de trucs à raconter, et qui est très rassurant, qui fait t'inquiète, ça se passe bien. Je pense que on disait tout à l'heure, il faut mieux mettre un prix et en enlever plutôt que de baisser son. Ça, c'est hyper bien sur les taux. Sur les taux, nous, dans les expériences, on a dit ok, on est trop cher, du coup, on baisse tous nos taux. Et ça, maintenant, on arrête, on laisse le même taux. Comme ça, c'est ancré dans la tête du client. Il sait que si le premier projet se passe bien, le deuxième projet, ça sera ce taux-là. Par contre, on lui dit, sur ce taux-là, on fait 30%. Ou on enlève cette brique-là. Mais par contre, c'est hyper important de... En fait, c'est un peu le truc d'une négo. Si vous dites un prix très haut, l'autre, il va avoir l'impression d'avoir gagné s'il est un petit peu baissé. Alors que si vous dites direct un prix très bas, pour remonter de 50 €, ça va vous prendre 10 ans. Et du coup, c'est assez vite d'entrer un truc dans la tête de votre client. Et quitte à faire des... Et en plus, si je lui dis, mon taux c'est 2000 € et là je t'ai fait un rabais à 750 €, il va être trop content. Alors si j'arrive et je lui dis, non, c'est 800 et je t'ai fait à 750 €, c'est complètement con, mais il va pas vraiment effet. Donc c'est important d'être sûr de vous en fait, dans le prix que vous affichez en première.
J'ai vu un autre truc aussi, c'est ce qui est cette idée sur le score, c'est qu'il y a un truc très émotionnel de toute façon dans l'idée d'afficher un tarif sur une personne, quoi. Et surtout quand on nous demande à nous de dire notre propre prix, c'est presque un peu comment je me valorise moi-même, quoi. Et il y a la valeur financière, mais derrière il y a deux formes de valeurs qui du coup sont liées. Et du coup, c'est important d'essayer d'être assez aligné quand même avec ce qu'on a l'impression de valoir, quitte à être un petit peu au-dessus, comme ça on se challenge. Mais si on fait des trop gros gaps d'un côté ou de l'autre, on se dessert. Donc il y a des règles un peu générales, comme ça, comme l'espèce de frontière de 600 € où la nature du travail va changer dans la tête des gens. Mais après, il y a tout le variable, c'est vraiment très personnel. Enfin là, je parle des freelances plus que des agences, mais même dans les agences, il y en a qui ont cette tendance à être plutôt bas et d'autres qui ont tendance à gonfler les muscles. Et c'est important de garder aussi ce côté personnel. Ouais, et ça, d'ailleurs, le rapport avec le freelance, combien on achète un freelance et combien on le vend, on n'a pas tout à fait craqué le truc. Nous, on aimerait bien réfléchir à un modèle où on est complètement transparent. On dit en tant qu'organisation, on a besoin de X% pour faire X% de marge pour faire vivre notre boîte. Du coup, vous, on vous achète ça, on est capable de vous donner ça. Et si on vous vend plus, ben, on vous donne plus. Et ça, c'est un sujet qui est pas évident du tout. Parce que derrière aussi, si moi je vends un mec 1500, mais que lui, dans sa tête, il ne sait pas qu'il est vendu 1500, et par rapport à ce que disait Alex, il a toujours une posture de rassurant, on le met à risque sur sa mission. Donc ça, c'est un truc qu'on essaie de développer, c'est comment on est plus transparent aussi quand on bosse avec des freelances sur comment on les a vendus, sur quoi, qu'est-ce qui a attendu d'eux et à combien on les a vendus pour que ça soit plus fluide pour tout le monde. Ça, c'est pas facile parce qu'il y a quand même pas mal de... On a des exemples de boîtes avec qui on bosse qui sont complètement transparents. Ils ont un fichier où ils montrent complètement combien ils achètent les freelances, combien ils les vendent. Moi, j'adorerais qu'on arrive là-dessus. Mais il y a quelques enjeux des fois de mentalité à changer aussi. Je ne sais pas si vous en êtes là-dessus. Mais... Après, nous, on utilise on fait pas mal de fois appel à des free pour venir compléter, notamment sur par exemple, des rôles d'animation, ceux qui animent nos entretiens utilisateurs. Nous, on ne veut pas que ça soit, par exemple, quand j'ai un client et que du coup, on lui fait une série de bits d'entretien. Généralement, j'écris le brief, mais c'est pas moi qui l'anime. Je préfère rester extérieur et gérer la relation client derrière la vie de Santin, parce que c'est toujours plus intéressant, parce que là, à ce moment-là, il y a la discussion qui se crée, de savoir un peu des nouveaux objectifs peut-être qui viennent d'arriver, donc c'est toujours intéressant. Et en fait, nous, tout simplement, on a à peu près défini un prix de, par exemple, un animateur sur une journée de 8 entretiens, plus un rapport derrière. Et ce prix-là, généralement, on négocie rarement avec eux, parce que maintenant, avec l'habitude, on sait que ça va rester dans la même fourchette. Et du coup, on a, avec nos freelances, en tout cas sur ce rôle-là, on est assez transparent et du coup, nous, on arrive derrière à l'intégrer facilement dans le pricing de nos offres. On sait que, par exemple, si on doit récupérer un peu d'argent dessus, parce qu'on sait qu'on va peut-être donner 2 000 € à prix, et du coup, on va peut-être voir avec le client pour lui faire payer la location de la salle, ce qui va nous permettre, nous, de récupérer un peu derrière. Il y a des arrangements comme ça, avec plutôt en mode tout ce qui est un peu à tiroir, et on joue avec ça. Mais en tout cas, le prix, on essaie de l'intégrer au maximum dans le pricing qu'on vend aux clients, quoi. Et puis généralement, après, c'est surtout au niveau du prix, c'est un peu ce que tu disais. C'est avec est-ce qu'il va être exécutant ou est-ce qu'il va être consultant. Et justement, on a un peu, aujourd'hui, on est en train d'étoffer notre panel de free parce que des fois, on a besoin de plus quelqu'un qui soit un peu plus bourrin sur l'exé, qui va faire une mission un peu plus je rentre dedans. Et des fois, des personnes avec beaucoup plus de bouteilles, beaucoup plus d'expérience. Et le côté vraiment plus content, il va être aussi en front avec les clients parce que du coup, c'est pas gênant. Et on est assez ouvert là-dessus en disant que c'est un prestat externe. Et voilà, on a un peu ces deux catégories-là de freelance à qui on fait appel. On a un peu ces deux types de pricing. Bon, donc je pense qu'il y aura un sujet, créer son prix, monter son prix. Donc, merci. Merci, on t'a pas applaudi, toi.